Ah, bon les amis, ça fait plaisir d'être là. On est le 1er décembre et je vais vous avouer une chose. J'ai lancé il y a plus d'1 an maintenant la chaîne du Joker dans le but de créer une petite communauté passionnée comme moi de threads d'horreur. Et c'est pour ça que chaque semaine, je publie une vidéo de 3 histoires d'horreur. Mais en lançant cette chaîne dédiée aux threads d'horreur, j'avais un objectif depuis toujours. Alors cet objectif, c'est celui de publier une vidéo par jour, durant 20 jours à peu près, afin d'apporter un maximum de kiff à tout le monde. Et aussi de me prouver que je suis capable de créer une chaîne YouTube et de faire kiffer un joli petit monde. Et aujourd'hui, je suis très heureux de démarrer ce défi avec vous. Car oui, sans vous, je ne pourrais pas réaliser tout ça. Alors je vais reprendre ce que je disais il y a un moment. Si vous n'étiez pas là à regarder mes vidéos, je serais seul dans mon studio, en slip, en train de raconter des histoires que personne n'écoute. Bref, un grand merci à vous tous d'être là aujourd'hui, ça fait super plaisir. Bon, et tenez-vous prêts, parce que là on va enchaîner tout de suite avec la première histoire. Et on va parler de choses très sérieuses, voire très sérieuses. On va parler du coup de Fabien et de sa femme Maria. Fabien est en couple avec sa femme Maria depuis une quinzaine d'années. Et Fabien explique qu'ils habitent dans la banlieue parisienne avec leurs 3 enfants et que tout se passe bien. Ils ont leurs amis et leur famille là-bas, donc c'est cool. Sauf que, petit hic, Fabien a une maîtresse, enfin plusieurs maîtresses même. Fabien explique qu'il a ce vilain défaut de vouloir toujours plaire aux femmes et qui peut pas s'empêcher de vivre des aventures d'une nuit avec d'autres femmes que Maria. Bon, c'est vrai qu'on peut en penser ce qu'on veut de Fabien, mais je vous le dis, on n'est pas là pour juger sur la chaîne. Mais vous allez voir de toute façon que Fabien se serait bien passé de tromper sa femme. Du coup, Fabien, il trompe sa femme régulièrement le vendredi après-midi avec des femmes qu'il rencontre sur des sites dédié à ça. Et Fabien explique qu'il prétexte toujours à sa femme qu'il a des rendez-vous en après-midi, mais passe en réalité du bon temps avec différentes femmes. Alors pause 2 petites secondes, je pense que vous allez tous vous déchaîner sur Fabien en commentaire, mais bon, vous faites ce que vous voulez, la liberté d'expression, elle est faite pour ça. Bref, tout ça a duré plusieurs mois, où Fabien enchaîne les rencarts en après-midi dans les chambres d'hôtel. Et en fait, vous allez voir que Fabien, malgré tout, explique que ça lui fait aussi du mal de faire ça dans le dos de sa femme, et décide donc de mettre un terme à tout ça pour tenter de sauver les meubles avec sa femme Maria. Et là, on part enfin sur une bonne décision. Il prend donc la décision de partir en vacances en Martinique avec Maria et ses 3 enfants. Et les vacances se passent plutôt bien et Fabien est heureux de voir qu'avec sa femme Maria, ils passent du bon temps ensemble et qu'ils se rabibochent. En gros, leur couple reprend du galon. Mais ça va pas se passer si bien que ça pour Fabien ensuite. Car de retour chez eux, Fabien reçoit un message sur son téléphone d'un numéro qu'il ne connaît pas. Et ce message lui dit de rester à l'affût car il y a une petite surprise qui arrive pour lui. Alors Fabien pense que c'est une erreur et n'y prête pas vraiment attention, sauf que toutes les heures, Fabien va recevoir un message de la part de ce numéro de téléphone. Et les messages sont les suivants. Tiens-toi prêt, ça arrive et tu vas pas être déçu mon coco. Alors Fabien explique qu'il essaye de contacter le numéro de téléphone, de l'appeler, mais malheureusement pas de réponse. Et maintenant on va faire un bond dans le temps. Il est maintenant 20h quand Fabien reçoit un fichier de ce même numéro sur son téléphone. Et ce fichier c'est une vidéo de lui en plein moment intime. Il reçoit cette première vidéo, puis une seconde, puis une troisième, et au total c'est donc 3 vidéos de lui en plein moment intime avec 3 femmes différentes. Fabien explique tout de même que lui est en assez gros plan et que c'est toujours dans des chambres différentes, mais qu'on voit jamais la tête des femmes. Et c'est vrai, de savoir avec qui c'était filmé, ça aurait pu être pas mal pour avoir des pistes de savoir qui est en train de faire ça, mais ce sera pas le cas. Fabien est donc sous le choc, c'est son monde qui s'écroule et je le pense que personne ne sera quand même insensible à ça. Il passe donc par toutes les étapes, la peur, la colère et surtout l'incompréhension. C'est ensuite qu'il reçoit de nouveau un message de cette personne qui lui dit tout simplement que s'il veut que ses vidéos ne soient pas diffusées, il doit lui rendre quelques services. Et forcément, Fabien pense à sa femme et ses enfants, donc il ne veut pas que de telles images soient diffusées. Il réfléchit d'abord à qui ça peut être, mais il n'y en a clairement pas la moindre idée. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'arrive pas à distinguer avec quelle femme c'était. Et on imagine que Fabien a fait ça avec tellement de femmes que ça peut être n'importe qui. Bref, vous l'aurez deviné, Fabien va devoir céder au chantage. Et pour beaucoup, c'est bien mérité, pas vrai? Et on se retrouve du coup, un peu plus tard, quand le début des choses sérieuses vont commencer. Le chantage va alors commencer simplement avec l'obligation de Fabien d'aller travailler en pyjama. Alors Fabien trouve ça très humiliant, mais il a tellement peur que ces images sortent, que ce soit devant sa femme, ses enfants, mais aussi même devant toute sa famille, qu'il se dit « pas le choix, je dois le faire ». En gros, à ce moment-là, Fabien explique que il prend vraiment conscience de ce qu'il a fait, du mal qu'il a fait entre guillemets à sa famille, et voilà, il veut vraiment faire table rase du passé et repartir de bon pied. Et il explique qu'il se sent également très honteux de ce qu'il a fait et qu'il mérite au final tout ce qui lui arrive. Fabien arrive à son bureau en pyjama, se prend en photo comme demande le ravisseur et file se changer. Mais malheureusement, beaucoup de ses collègues l'ont vu en pyjama et se sont moqués de lui. Et Fabien essaiera tant bien que mal de faire passer ça pour un pari, mais en vain. Le mal est fait. Fabien pense qu'il y aura quelques gages de ce genre et qu'après la personne en aura fini avec lui et qu'enfin il pourra passer à autre chose. Fabien explique même qu'à ce moment-là, il a envie de tout dévoiler à sa femme et d'essayer de se faire pardonner comme il le peut.
En tout cas, on voit que Fabien il est prêt à assumer tout ce qu'il a fait, quitte à tout perdre. Sauf que vous le savez, pour Fabien, malgré tout, le risque reste très élevé. Il est quasiment sûr de perdre sa femme, ses enfants et bien plus avec ses révélations. Donc il va quand même se laisser un petit laps de temps en se disant peut-être que ça va s'arrêter après. Mais sauf que les choses vont pas aller en s'arrangeant. En fait, la personne qui lui fait du chantage va alors lui demander de déposer de l'argent à certains endroits dans la banlieue parisienne. Et là, c'est plus compliqué pour Fabien, qui doit récupérer l'argent qu'il possède avec sa femme pour payer un ravisseur. Et j'avoue, question éthique, de piquer dans la caisse de sa famille alors que c'est lui qui a fait la bêtise, c'est quand même assez compliqué. Alors vous imaginez, même si on n'apprécie pas forcément le personnage de Fabien, il est dans une mer de noir. Et ça va encore une fois pas aller mieux. Chaque jour, il reçoit un gage à faire et s'il ne fait pas, les vidéos fuiteront. C'est donc par obligation que Fabien s'exécute chaque jour sur des gages de plus en plus trash. Et on parle plus de se balader en pyjama. Là, on parle de voler dans une boulangerie, de casser un rétro de voiture. Bref, vous voyez tout ce genre de choses un peu craignos. Et vous voyez, même si on peut faire tous les reproches possibles et inimaginables sur Fabien, je ressens quand même beaucoup ce côté oppressant qu'il a dû vivre. Fabien en arrive à craquer et explique que c'en est fini pour lui et qu'il ne répondra plus au chantage. Chose à quoi le ravisseur va lui dire « Ok, c'est vrai, j'ai assez joué avec toi, maintenant je vais te demander une dernière chose, puis je te laisserai tranquille. » Alors là, Fabien reprend espoir, mais appréhende grandement ce qu'il va devoir faire. Et quelques secondes après, Fabien explique qu'il reçoit un message du ravisseur qui lui dit simplement « Déclenche une bagarre à la gare de l'Est à Paris, puis on sera quitte. » Fabien, c'est pas un bagarreur a priori. Il a aucune envie de frapper quelqu'un, c'est injuste et surtout, il sait que c'est lui qui mérite de prendre des coups plutôt que l'inverse. Mais vous savez quoi? Fabien va tout de même le faire. Il a envie en fait d'en finir avec tout ça, il a envie de redémarrer sa vie avec sa femme, ses enfants et sa famille. Donc, il va aller au bout des choses et mettre tout ça derrière lui. Donc, il part donc en direction de la gare, il pose son téléphone sur un côté pour filmer et ensuite, il s'attaque à la première personne qu'il croise. Alors, je vous épargne la bagarre car elle n'a peu d'intérêt, mais en clair, Fabien explique qu'en repartant de la gare de Paris, il est effondré. Ce qu'il vient de faire, d'attaquer un innocent au hasard pour faire plaisir à son maître chanteur, c'en est trop pour lui. Et même si la personne qu'il fait chanter lui dit que c'est bon, qu'il a gagné, qu'il le laisse tranquille, eh bien Fabien explique qu'il repart en direction de chez lui pour tout avouer à sa femme. Il raconte que tout ça, ça lui a servi de leçon et qu'il assumera chaque conséquence de ce qu'il a fait à Maria et à sa famille. Et c'est là où je préfère du coup être indulgent avec Fabien, c'est qu'on sent avec son thread qu'il a vraiment bien pris du recul sur la situation et réalisé à quel point c'est sa famille qui comptait et pas tous les rendez-vous qu'il a fait le vendredi soir. Bon, cela dit, ça n'excuse pas ce qu'il a fait, mais voilà, c'est juste pour préciser. Fabien rentre chez lui, il ouvre la porte et déterminé du coup à dire toute la vérité, sauf que là il découvre sa femme en pleurs ainsi que ses parents et ses beaux-parents. Fabien n'a même pas besoin de trop longtemps pour comprendre que Maria, sa femme, est au courant. Et c'est ainsi que se termine cette histoire que j'ai trouvée tellement dingue. Bon, et petite piqûre de rappel, je sais pas si les histoires que je raconte sont 100% vraies, en tout cas si celle-ci est vraie, quelle histoire. Bon et franchement, c'est la première histoire d'une longue série qui va se passer dans les prochains jours, j'espère que vous l'avez bien kiffé. En tout cas, on passe tout de suite sur la seconde histoire. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien, en attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Les amis, cette seconde histoire, je l'aime aussi très bien. Elle me fait de nouveau croire en l'humanité et ça, je vous avoue que ça me plaît bien. Pour cette histoire, on va donc suivre Jérémy, un homme de 44 ans qui travaille dans une fourrière. Il est donc chargé de la sécurité et d'éviter les vols, les squats et tout truc de ce genre. Ah, et je l'ai pas dit, mais Jérémy travaille de nuit. Jérémy explique que son travail, c'est pas le plus facile car régulièrement, il doit faire appel à la police pour gérer des situations, on va dire un peu difficiles. Sauf que cette nuit-là, il va pas vivre qu'une simple altercation. Toute l'histoire va se passer un vendredi soir. Il est 20 h quand Jérémy prend son poste. Et au moment de démarrer, son collègue, qui était là en journée, a l'habitude de lui remonter ce qui s'est passé toute la journée. Son collègue lui indique qu'une grosse altercation a eu lieu avec un homme chauve qui s'est fait saisir son véhicule. Le collègue dit à Jérémy que le véhicule stationnait sur une place handicapée et comme il gênait, eh bien sa voiture s'est fait embarquer à la fourrière. Et ça, c'est bien fait pour lui. Le collègue explique que cet homme chauve a littéralement pété un câble dans la fourrière et a tout fait pour récupérer son véhicule. Une Audi Q2 flambant neuve. Et vous l'aurez deviné, cet homme chauve, au fort caractère, n'a en aucun cas voulu verser l'amende pour récupérer sa voiture. Et avant de partir de son service, le collègue prévient Jérémy qu'il serait pas étonné si cet homme chauve revenait en pleine nuit pour tenter de récupérer sa voiture. Bref, Jérémy prend ça assez au sérieux et se dit qu'il redoublera de vigilance cette nuit pour éviter tout problème. Il rentre donc dans une sorte de loge réservée aux personnes, une sorte de petit studio on va dire, où il va pouvoir contrôler la fourrière avec les différentes caméras de surveillance. Aux alentours de 23 h, pour se dégourdir les jambes, Jérémy va faire une première ronde
ronde dans la fourrière. Jérémy précise qu'il fait nuit et que l'ambiance est toujours particulière dans une fourrière. On dirait presque une sorte de cimetière de voitures pour lui. Sauf que cette fois, il va entendre quelques bruits. Et ces bruits proviennent d'un endroit où les voleurs ne viennent pas habituellement. Alors tout simplement parce que c'est pas accessible, nous dit Jérémy. Il se rend donc du coup sur les lieux et se rapproche avec sa lampe torche. Il éclaire, mais malheureusement, il ne voit rien. Et pourtant, il y a toujours du bruit. Il demande alors si quelqu'un est là, mais aucune réponse. Le bruit s'arrête, puis il voit un homme derrière une voiture en train d'essayer de l'ouvrir. Jérémy, il est furieux. Il tombe encore sur un voleur et prévient qu'il va appeler la police. Sauf que la personne qu'il a en face de lui, eh bien on dirait pas un voleur. Jérémy nous indique qu'en réalité, il a plutôt l'air d'un SDF, d'un sans-abri. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va confirmer et qu'il n'est pas venu là pour voler, mais plutôt de pouvoir rentrer dans une voiture et dormir simplement sur une banquette. Et Jérémy, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main de base. Et ça lui fait donc de la peine de dire à ce SDF, ce sans-abri, de devoir s'en aller et trouver refuge ailleurs. Jérémy finit donc sa ronde et repart vers son studio. Cependant, il repense quand même pas mal de fois à ce SDF et il a de la peine pour lui. Il fait pas chaud dehors, on est en hiver et ça embête Jérémy de le laisser comme ça. Jérémy regarde donc les caméras de surveillance et repère la silhouette du SDF à la caméra. Il prend une couverture, un paquet de biscuits et de l'eau et part le rejoindre pour lui donner. Sauf qu'au moment où il arrive à l'endroit où il a aperçu la silhouette du SDF, il ne voit personne. Donc il fait savoir qu'il est là, mais étrangement pas de nouvelles. Jérémy se dit que le SDF est parti et qu'il l'a manqué de peu et donc il repart vers son studio de contrôle. En revenant du coup vers le studio, il passe devant plusieurs voitures et entend de nouveau des bruits. Alors il tourne sa tête en direction du bruit et voit une Audi Q2 ainsi qu'un homme chauve rentrer dans la voiture. Jérémy l'interpelle et lui ordonne de sortir tout de suite de la voiture et que de toute manière tout est fermé et il ne pourra pas s'en aller d'ici. L'homme chauve descend de sa voiture, s'approche de Jérémy et commence à pointer une arme en direction de son visage. Le propriétaire de l'Audi ordonne alors d'ouvrir la porte et que s'il ne le fait pas, il se prendra une balle dans la tête, comme quoi certains sont vraiment prêts à tout, même quand ils sont en tort. Alors Jérémy explique que le propriétaire est hors de lui, il est énervé, il est agacé et il n'a même pas l'air d'être lucide ni même d'avoir vraiment conscience de la gravité de ses actes. Ça sent un petit peu la drogue cette histoire. Jérémy s'exécute et fait quelques mètres avant d'arriver au studio de contrôle et où il ouvrira la porte. Et après tout, je suis d'accord avec lui, ça sert à rien de miser sa vie quand on a une arme à feu pointée sur soi. Bref, Jérémy il ouvre la porte de la fourrière par contrainte et c'est à ce moment-là que le propriétaire lui met un énorme coup de crosse derrière la tête. Un énorme coup qui va assommer Jérémy. Jérémy reprend connaissance quelques secondes, quelques minutes plus tard et il découvre malheureusement qu'il est en caleçon face à cet homme en train de tout bonnement l'enchaîner. Jérémy est donc allongé par terre, ne pouvant plus bouger et va être contraint de passer plusieurs heures en caleçon dehors en plein hiver. Et vous n'êtes pas censé savoir que ses chances de survie à ce moment-là sont très faibles. Et alors que la voiture, l'Audi Q2 s'en va, Jérémy est bloqué sur le sol, enchaîné à ne plus pouvoir bouger. Les chaînes sont glacées avec le froid et ça fait très mal à Jérémy qui a de la peine à respirer tellement le froid compresse ses poumons. Et alors qu'il pense s'évanouir de froid, il va alors entendre des bruits de pas se précipiter vers l'entrée du studio, là où se trouve Jérémy. Ces bruits de pas, c'est ceux du SDF, celui que Jérémy a voulu aider tout à l'heure en lui apportant une couverture et de quoi manger. Le SDF libère Jérémy et ensemble ils vont appeler la police. Et malheureusement il sera trop tard car le temps de lancer les recherches, Jérémy explique que le conducteur de l'Audi n'a pas été retrouvé et qu'il a probablement traversé plus loin la frontière mexicaine pour éviter tout problème avec la justice aux États-Unis. Mais bon, fin assez heureuse quand même, on va dire pour Jérémy, mais pour le moins traumatisante. Jérémy explique qu'il remercie 1000 fois le SDF du nom de John qui l'a aidé ce soir-là. Il en a profité pour donner aussi à John la couverture, les quelques biscuits et l'eau qu'il avait préparée pour lui. Et Jérémy explique que même s'il roule pas sur l'or, il a donné quand même $1000 à John, ce SDF, pour l'avoir aidé. Et ce qu'il y a de plus beau là-dedans, c'est que Jérémy explique qu'ils sont restés en contact et que régulièrement, ils passent du temps ensemble pour l'aider à sortir de la rue. Et c'est pour ça que je vous disais que ça me faisait recroire en l'humanité tout ça. Moi je trouve ça très touchant. Et vous ? Alors pour cette dernière histoire, on va partir dans une aventure assez folle qu'a vécu Clem et Reda en pleine randonnée. Alors pour remettre dans le contexte, Clem et Reda, c'est le genre de couple qui aime, pendant leurs vacances, de faire beaucoup d'activités sportives. De la randonnée, du kayak, des parties de pétanque, bref, ils sont assez dynamiques. Et en même temps, ils ont respectivement 22 et 26 ans, donc ils sont dans la pleine fleur de l'âge. Et cette année, enfin en 2022, quand se passe cette histoire, Clem et Reda partent dans un coin très sympa en Ardèche. Il y a de superbes gorges sauvages et c'est pour eux l'occasion parfaite pour faire du canoë. Clem et Reda, ils ont acheté un canoë gonflable exprès pour l'occasion et ont hâte d'en faire pendant leurs vacances. Clem et Reda arrivent donc dans le camping, puis lors de leur 3e journée, ils vont partir faire du canoë. Ils arrivent donc dans des gorges
l'endroit est magnifique et il n'y a personne. C'est donc juste idéal pour eux. Et alors que Reda est trop content, Clem, elle s'attendait à voir plus de monde et ne peut pas s'empêcher de penser que s'il leur arrive quelque chose, au cas où, eh bien personne ne pourra les aider. Et je pense qu'elle a raison, quand on fait du kayak ou du canoë, c'est toujours agréable de savoir qu'on n'est pas tout seul, juste au cas où il se passe quelque chose. Clem et Reda entament leur randonnée en canoë, alors je sais pas si ça se dit, et petit à petit, Clem fait remarquer à son copain qu'il y a des trucs un peu bizarres sur le bas-côté. Régulièrement, il croise des vêtements, un sac, un canoë, enfin bref, plein de trucs comme ça un peu laissés à l'abandon. Et ça, plus le fait qu'il ne croise jamais personne, eh bien ça rend tout de suite la journée moins agréable pour Clem. Alors que Reda, lui, il s'en fout complètement, il vit sa meilleure vie. Bref, plusieurs minutes vont s'écouler avant que Clem et Reda décident de faire une petite pause et de rejoindre le bas-côté pour prendre du bon temps. Et ça tombe bien, ils découvrent un joli espace, une sorte de camp sur le côté, parfait pour qu'ils puissent s'arrêter. Ils en profitent pour manger un bout, puis d'aller au petit coin. Chacun part à quelques dizaines de mètres du canoë pour être à l'écart et faire ses besoins à l'abri des regards. Et Reda finit en premier, et lorsqu'il revient en canoë, il va pas du tout aimer ce qu'il va voir. En arrivant à hauteur du canoë, il est surpris de voir que celui-ci est complètement crevé. Il peut d'ailleurs voir une énorme entaille et qu'il n'y a aucune chance qu'un simple caillou ou un rocher ait pu provoquer ça. Reda explique même que d'ailleurs, vu le trou énorme sur le canoë, il aurait dû tout de suite couler si ça s'était passé pendant qu'ils étaient sur l'eau. Reda est inquiet car il se retourne et ne voit personne, même pas sa femme qui est partie un peu plus loin faire pipi. Mais pendant que Reda inspecte le canoë et essaye de comprendre ce qui a pu se passer, Clem, elle est quant à elle dans un petit coin un peu plus reculé. Et alors que Clem est en train de faire pipi, elle peut entendre des bruits de cailloux comme si quelqu'un marchait à côté d'elle. Clem commence à être fatigué de sa journée et dit à Reda que c'est pas drôle et qu'il doit la laisser tranquille et que c'est pas cool en fait. Clem remonte donc son short en 4ème vitesse puis se retourne. Et là, elle est face à quelques rochers derrière elle. Elle se dit que Reda est caché derrière et qu'il lui fait une blague, donc elle décide, à tort, de le prendre à contre-pied. Elle se dirige donc silencieusement vers le derrière du rocher, puis il pousse un cri pour faire peur à Reda. Mais vous le savez, Reda, lui, il est au niveau du canoë, en train d'essayer de comprendre comment le canoë a pu crever. Mais donc si c'est pas Reda qui est derrière le rocher, sur qui est en train de crier Clem pour lui faire peur. En fait, Clem explique qu'à ce moment-là, son cri s'est arrêté net. Elle est tombée face à un homme très sale qui lui a surgi dessus avec une hache. Alors heureusement pour Clem, cet homme a manqué son coup et Clem a pu déguerpir en direction du canoë où se trouve Reda. Clem se précipite en hurlant en direction de Reda pour l'avertir qu'il y a quelqu'un avec une hache derrière elle. Le sang de Reda ne fait alors qu'un tour, il savait qu'il y avait un truc pas clair avec le sabotage de leur canoë, donc il va alors rapidement ramasser de gros cailloux par terre et les balancer sur l'homme qui poursuit Clem. Et on peut dire que Reda a été porté par la chance quand l'un de ces cailloux atterrit en pleine poire sur le visage sale de cet homme. Et c'est d'ailleurs ce qui va l'amener à prendre la fuite. Clem rejoint donc Reda, saine et sauve, mais reste choqué de ce qui vient de se passer. Et c'est normal, un homme était littéralement là, planqué derrière un rocher pour agresser Clem et probablement la tuer. Et nul fait de doute que en fait l'entaille dans le canoë, c'était bien la hache qui a fait ça. Et c'est pas la fin de cette histoire. Clem et Reda vont donc abandonner leur canoë et prendre un sentier pour s'éloigner des gorges et être en sécurité. Et le lendemain, ils vont aller à la police et ils vont être assez surpris d'entendre que depuis quelques semaines, il y a eu plusieurs disparitions à proximité de ces gorges et que plus personne n'y mettait les pieds par peur. Clem et Reda vont donc s'estimer très chanceux d'avoir survécu à cette attaque. Bon, et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Et alors que d'habitude, je vous dis tout le temps à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, là je vous dis à demain pour 3 nouveaux threads d'horreur.